Je m'appelle Adrien. Enfin, je m'appelais Adrien. Maintenant, c'est Adrienne. Ma vie n'a pas été de tout repos, mais j'ai fini par trouver mon équilibre, tant bien que mal, au milieu des catastrophes familiales, de la pression de la société, des injustices et des moqueries. Très jeune, j'ai senti que j'étais quelqu'un de différent. Je n'aimais pas ce qui faisait vibrer la plupart de mes camarades. À vrai dire, c'est eux qui me faisaient vibrer, les garçons. Je vais vous dire, les garçons me fascinent. Ils sont impétueux, massifs, énergiques. Ils marchent sur le monde et le monde leur dit merci. Les filles me dégoûtent en revanche. Leurs manières, leurs petits bavardages décervelés et leurs vaginaux, quelle abjection. Cette chose affreuse qui suinte comme une vache. Quoi de plus propre qu'un cul en comparaison? J'avoue que je ne suis peut-être pas objectif, si cela vous choque moins. Je leur ressemble beaucoup à ces cagoles, et je me sens femme à l'intérieur. Comment dire, mon obsession pour le sexe masculin, et en particulier celui des métisses et des noirs, a commencé, enfin, je ne sais pas si elle a commencé comme cela, mais elle s'est amplifiée à mesure que j'ai approfondi ma culture pornographique. À force de voir des queues partout, j'ai fini par me faire envahir par l'idée de devoir m'en charger, de me charger, de les faire toutes décharger. Je trouve la verge d'un homme majestueuse, fière, agressive, mais dans le bon sens du sperme, pas dans le sens agressivité le péniste, si vous voyez la différence. Bref, que c'est beau, un pénis. Quand je regardais des vidéos, en général, je choisissais des gros plans, voire des très très gros plans, comme si j'étais à la place de la fille, ou juste à côté d'elle. Sucking Girl Blowjob, Sissi Hypnosis. C'étaient les recherches que je faisais tout le temps sur Google. D'ailleurs, un ami a une théorie sur l'invention du mot Google. Il dit que c'était le bruit qu'une pichasse a fait quand elle a pris le créateur de Google en gorge profonde. Gogol, 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 gogol. Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est balourd celui-là. Parfois, emporté dans mon élan salace, en regardant des vidéos, je mime le geste de pompette en même temps que la mignonne. Et vas-y que je suce, comme ça. Ouais, je sais, c'est un peu foufou. Et l'éjaculation? Dingue, des frissons. Je n'attendais qu'une chose, pouvoir enfin y goûter et me libérer du carcan hétérosexuel dans lequel j'étouffais depuis toujours. C'est difficile de lutter contre son environnement direct, les proches et les préjugés. C'est une lutte âpre et douloureuse, de chaque instant. Quand j'y pense, je déteste encore mes parents de m'avoir fait ce qu'ils m'ont fait. Jugez plutôt. Sous prétexte, excusez-moi, j'en suis ému, encore aujourd'hui. Sois forte, Adrienne. Sous prétexte qu'ils m'ont surpris, en flagrant délit, en train de faire une fellation tout à fait inoffensive à mon collègue de classe, à ce si gentil Abdelkader, mon père lui a dit alors quelque chose que je ne lui pardonnerai jamais. Il lui a dit, et il pleurait d'ailleurs le disant, de colère et de rage xénophobique sans doute, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de ce genre de nazi. Il lui a dit, quand je pense que je t'ai offert l'hospitalité, que je t'ai invité à déjeuner sous mon toit, et que tu fais faire ça à mon fils. Double humiliation, papa, double humiliation, impardonnable. D'abord, tu as fait peser sur les épaules d'Abdelkader le poids de la culpabilité, comme si le recevoir chez toi relevait d'une sorte d'exploit de grand humaniste. Tu voulais peut-être la Légion d'honneur, pauvre type. Tu me dégoûtes. Sous prétexte que tu as servi en Afghanistan, tu crois peut-être tout savoir. Facho. Et la deuxième estocade était encore pire, quand tu as dit, tu laisses faire ça à mon fils. Comme si moi, j'en étais incapable tout seul, comme un grand. De toute façon, tu ne m'as jamais cru capable de rien, papa. Et aujourd'hui, voilà que ma biographie s'apprête à débarquer dans les librairies les plus célèbres. Belle revanche, n'est-ce pas? C'est moi qui avais choisi Abdelkader. C'est moi qui l'ai envisagé la première. C'est moi qui ai passé la seconde vitesse. D'ailleurs, je me souviens, il me l'avait fait remarquer. Je m'étais approché de lui, et je lui avais dit, « Dis donc, mon cochon, tu n'aurais pas du feu pour la demoiselle ?» Il n'a pas aimé que je lui dise mon cochon, mais bon, je l'avais quand même excité. Ce genre de truc, ça se voit, c'est l'instinct féminin.
Oh, devant ses potes, il avait fait le fiero. Oh, vas-y, va sucer ailleurs, là, sale pède. Qu'est-ce que tu me veux, là? Je me suis approché et j'ai recoiffé mes cheveux. Toi, c'est toi que je veux, pardi. J'ai été un peu vexé qu'ils me traitent de pèdes, mais bon, ils sont comme ça, les Arabes. Ils ont une espèce de violence en eux, mais une violence très saine, qui se manifeste sous ce genre de forme métaphorique. Rien de très sérieux. En cachette, on est allé au McDonald's pour notre premier encart. Il me disait sans cesse: « Oh, tu fous la honte, arrête de faire la pédale. » Mais je n'y pouvais rien, j'étais comme ça, un peu c'est tout. En arrivant au restaurant, j'ai vu le fameux logo M et le slogan en dessous pour attirer du monde. Venez comme vous êtes, venez comme vous êtes, venez comme vous êtes. Je ne sais pas pourquoi, et ça va vous paraître con, mais j'ai toujours eu l'impression qu'ils avaient écrit ça pour moi. Et cette phrase résonnait dans mon cœur et dans ma tête comme ma propre devise, mon horizon, ma ligne de conduite. Venez comme vous êtes, je suis qui je suis, peu cher, et je vous emmerde. Bref, à la fin de la journée, je mettais Abdelkader dans mon lit. Enfin, c'est lui qui me mettait dans son lit. Enfin, dans sa voiture. Enfin bon, moi j'avais la moitié du corps dans la bagnole et le reste qui traînait en dehors. Il faut vous faire un dessin? Un bon bam 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 par derrière. Et il a tout donné ce qu'il avait. Après, on est sortis ensemble quelques semaines. Sortis. Il avait quand même tendance à préférer qu'on se voie dans l'intimité. C'est normal, ça se comprend, pour éviter le regard de l'autre. Ça aurait pu être une belle histoire d'amour, mais mes parents m'ont gâché ma relation avec lui. Ils me l'ont gâchée entière, et il n'a jamais voulu me revoir après cet incident. Je déteste mon père pour ça. Il m'arrive encore d'en pleurer en y pensant certains jours. J'ai été effondré. Je songeais vraiment au suicide à cette époque. J'avais commencé à avaler un flacon entier de phytose. Bon, c'est une plante pour dormir, hein. Sûr que j'en serais mort, quand même, si j'avais tout digéré. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un souffle, une révélation, un ressort en moi qui s'est mis en branle et qui m'a dit: « Adrienne, non, non Adrienne, tu dois te battre et leur montrer à tous qui est la championne. » Si j'ai écrit ce texte, c'est pour vous montrer qu'il faut toujours croire à sa bonne étoile et suivre son destin. Et mon destin, à moi, c'était de devenir la lavette la plus soumise de France, une experte de la suce, un mythe. Je me suis mis à me prostituer. J'essayais de pratiquer des tarifs concurrentiels et de me démarquer par ma bonne humeur et mon entrain pendant l'acte. Je croyais vraiment en ce que je faisais, j'y mettais tout mon cœur. Je recevais les clients dans mon studio, chemin du Petit Jésus. Je vous jure que c'est vrai, ma rue s'appelait comme ça, quelle ironie. Mais moi, j'avais la religion du phallus masculin, la foi en leur l'orgasme tous les hommes de la terre. Je voulais tous les boire, tous les connaître. Leur giclette était mon eau bénite, leur satisfaction, mon paradis. Parfois, je rencontrais plus de 20 clients par jour. Bien sûr, j'acceptais plus volontiers les demandes de Black et de Rebeu, à qui je faisais des petites réductions pour leur montrer tout mon intérêt. Juste avant de les voir, en général, je me lubrifiais soigneusement l'anus. En général, ils aiment y rentrer à sec, et ça fait quand même très mal, on a beau dire. Il faut bien avoir ces petites techniques de filles, hein? Mon nom de code, c'était Pan 93. Pan, comme un putain nègre, le mot nègre est ici utilisé, attention, dans son sens érotique, et pas racial bien sûr. Et 93, comme mon département de résidence, le 93, en Île-de-France. Quitter Béziers avait été un vrai drame pour moi, mais j'avais été obligé de m'enfuir, car je n'y trouvais pas assez de grosses couilles et de grosses bites d'Africains. Ah, je suis vite devenu une petite célébrité, hein, dans le coin. Panne 93, Panne 93, toi aussi, tu veux que Panne 93 y mette la bouche? De plus en plus, j'ai été obligé de me donner gratuitement, parce que les gens avaient fini par savoir où j'habitais, et que certains ne savaient pas contenir leur sauvagerie. Quand ils ont besoin de sexe, c'est maintenant, et tout de suite, sans négociation possible. C'est assez déconseillé de leur résister. Mais je ne m'en plaignais pas trop, car j'adorais me sentir obligé de leur désir et de leur vulgarité. Vous savez, franchement, je vous le dis franchement, j'aime me faire traiter comme de la merde. Cela m'excite beaucoup. Dans un cadre essentiellement privé, par contre, et dans le respect des convictions et des consentements de chacun. Je suis passé ensuite à la pluralité.
J'acceptais de me faire trancher par 6, 7, 8, 9 hommes en même temps, parfois plus, tous très bien membrés, car c'était là mon seul critère. Je m'étais énormément fait élargir, et avec un homme au sexe de dimension normale, je ne sentais plus rien du tout. Comme un ver de terre dans le tuyau d'une fosse septique, la plupart des hommes nageaient en moi. Entouré de ces innombrables queues et de cette myriade de couilles, je devenais folle de plaisir. Je quittais peu à peu la planète. J'avais le sentiment que rien de tout cela n'était réel, tant la sensation était esquisse et poétique. J'appréciais particulièrement quand l'un d'eux me prêtait à un collègue en me poussant brusquement vers lui et en me traitant de tous les noms. Dépêche-toi, sale porc de français, mets-toi à quatre pattes. Je me souviens, c'était Hector, un Martiniquais, qui me disait toujours ça. Il faisait une chose qui me rendait très pute, je vous le dis. Il me mettait en position levrette et aidait son pote à me rentrer dans le cul avec sa teub. Pendant ce temps, Hector se branlait en appuyant son pied sur ma gueule et en la plaquant, cette gueule de poufiasse, contre le matelas du lit. Je jouissais en continu quand il faisait cela, parfois pendant près de 10 secondes. Les hétéros ne savent pas ce qui le loupe, et je sais de quoi je parle. Un jour, j'ai ressenti une forme extrême de lassitude. Mais j'étais usé, et non pas désabusé. Je recommence. J'étais usé, et non pas désabusé. Nuance. Si mon corps me l'avait permis, j'aurais continué sur le même rythme jusqu'à la morgue. Mais je n'en pouvais plus. J'avais donné trop de moi pour soulager ces cœurs solitaires. Ce n'est pas pour rien si les sportifs arrêtent leur carrière à la trentaine. Physiquement, ce sont déjà des petits pépés. Moi, j'en étais là. J'avais constamment des hémorroïdes, des problèmes d'incontinence de plus en plus désobligeants, des mycoses à la bouche et des champignons sur le gland, à force de me branler dans les chaussettes et les sous-vêtements de mes amants. À contre-cul, j'ai dû arrêter les frais pour cette fois. Mon médecin, enfin mon bitologiste, comme je l'appelle en général, a réussi à me faire entendre raison. Je me suis livré à lui, vous savez, comme à une psy. J'en avais gros sur le bourgeon. Je lui ai avoué que je ne mettais pratiquement jamais de préservatif, que quand j'en faisais mettre un à mon liqueur, ce n'était que pour divertir l'ennui sexuel de la répétition, grâce à un gadget rigolo, rien de plus. Je lui ai démontré, par A plus B, je lui ai démontré en quoi c'était indispensable pour moi, de sentir le fluide des hommes couler derrière ma langue, parcourir mon œsophage et disparaître par mon fondement, en fin de chaîne. Il m'a regardé avec des grands yeux, l'air de dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre ?» Moi, j'avais ma théorie là-dessus. Quand il m'a dit que je l'avais échappé belle par rapport aux maladies et tout le reste, je lui ai répondu que le sida est une invention médiatique, docteur. J'ai vu des reportages là-dessus, j'en suis sûr. Il n'a pas vraiment ri. Il a écouté avec attention et il a répondu. D'accord. Je vais me renseigner à ce sujet. Sinon, pour moi, je pense que la visite est finie. Hein. Autre chose, Adrien ? Adrienne, rectifiai-je en lui serrant la main. Même s'il était blanc comme neige, et que d'habitude, ce n'est pas mon style, oh, je lui aurais bien mangé le slip à celui-là. Quand j'ai annoncé à mes réguliers que j'allais m'éclipser du marché, et rentrer dans le placard, avec les culottes de vieille grand-mère et la camomille pour faire dodo, ils ont vécu la chose comme une tragédie. Bon, j'avoue que j'exagère, mais quand même, Hector m'a dit. Et qui c'est qui va me vider les couilles maintenant? Oh, ça m'a fait de la peine, pauvre chou. Je lui ai promis que je viendrais le purger de temps à autre. Et pour finir en beauté, je lui ai dit de m'organiser un dernier blow-bang, histoire de fêter mon départ. Un blow-bang, vous ne connaissez pas? Eh, il faut vous mettre à la page, con. Un blow-bang, c'est une même fille qui suce beaucoup de mecs, et qui s'en prend plein la gueule quand les mecs sont chauds. Comme ça, il se branle, et il jouissait sur la gueule. Le rêve total. Mais ça n'a pas plu à Hector, et il a crié « Quoi? On pourra pas te défoncer? Et comment tu veux que je motive les gars s'ils peuvent pas de Sodome? Allez, mais ça me saoule tout ça, là. » Stop. C'est pas négociable, mon chou. J'ai vraiment trop mal au cul. J'ai même rendez-vous au promptologue demain pour vérifier que l'essentiel est sauf. Un peu de compassion. Par contre, je n'ai pas rendez-vous chez le dentiste, si tu vois ce que je veux dire. Allez, tu me prépares tout ça, pas de discussion. Je lui ai fait un clin d'œil, j'ai pris mon sac à main et j'ai déguerpi. J'ai été stressé en pensant à ma dernière soirée de baise en groupe. Serais-je à la hauteur? N'allais-je pas être rattrapé par mes émotions? Par quoi fallait-il commencer? Fallait-il immortaliser ça par une mise en scène spéciale? Excusez-moi, une entrée en piste dans un gâteau d'anniversaire?
Cela faisait 5 ans que j'avais fait mon coming out sans le vouloir. 5 ans, ça se fête. 5 ans que j'avais été pris sur le vif devant mon père traumatisé. Mais quel salopard, quand j'y repense. J'avais envie de lui montrer que j'avais relevé la tête depuis. J'avais envie qu'il sache qui j'étais. Je suis son fils, après tout, la chair de sa chair. On ne peut pas me renier pour la simple raison que j'aime la teub, si? Quelle étroitesse d'esprit. De toute façon, j'avais besoin de conserver un souvenir, de me voir une dernière fois, tel que je ne serai peut-être jamais plus. J'ai filmé cette partouze avec Hector et ses 17 lascars, un bon boucaquet comme je les aime, et j'ai envoyé la vidéo à mon père. Je voulais qu'il se rende compte par lui-même que j'étais capable de réaliser quelque chose pour de bon. Je l'ai envoyé avec une pochette surprise, avait marqué dessus « de la part d'Adrien ». Et finot, si j'avais marqué de la part d'Adrienne, il ne l'aurait pas ouverte. Sa réponse, une semaine plus tard, je n'arrive même pas à la formuler. J'en tremble encore. J'ai reçu des menaces de mort à peine masquées, des menaces concrètes. Je m'en rappellerai toute ma vie. Il m'a écrit « Fais ce que tu veux de toi, mais épargne ton vieux père et ta mère. Ta mère qui t'a toujours aimé et protégé dans la douleur. N'envoie plus ce genre de choses, où je pourrais m'énerver très sérieusement, et ça finirait mal. » À son propre fils, vous vous rendez compte? Mais comment peut-on être aussi intolérant, aussi vil, aussi méprisable, aussi enfoncé dans ses certitudes? Je ne ressentais plus de la haine pour lui, mais du dégoût. Mais comme on va le voir, j'allais bientôt transformer ce sentiment en quelque chose de positif, de transcendantal. J'ai eu un éclair de génie, un soir de déprime, éploré dans mon lit, et que j'étais dans les bras d'Hector. J'avais trouvé le moyen de m'en sortir, de refaire surface, après ce nouveau contre-coup. Figurez-vous que j'ai répondu à un appel à témoins de l'émission Toute une histoire, présentée par Sophie Davant. Sophie Davant, quelle classe, quelle distinction! Et suite à cet appel à témoins, j'ai été sélectionné. Le sujet, c'était les gens dont l'enfance et l'adolescence avaient été détruites par des parents sévères et psychorigides. Forcément, je me suis senti concerné. Là-bas, j'ai fait très forte impression. C'est normal, j'ai dû en remettre certaines anecdotes d'un voile de pudeur, pour ne pas choquer l'audience et les téléspectateurs les plus jeunes. Mais mon histoire a touché beaucoup de monde. Les Français et les Françaises avaient été choqués par la violence et la froideur de mon père, par son manque total d'amour. J'ai reçu des centaines de lettres de soutien, des centaines, à l'issue de mon passage. 805 lettres pour être précise, dont 69 de la même personne, un certain Roger. Roger qui partage à présent ma vie. Eh oui, vous pouvez me féliciter. Eh oui, les copains. C'est vrai. Au début, je trouvais Roger un peu trop vieux. Il a 58 ans et moi j'en ai 25. Le grand écart, je crois que c'est clair. Mais j'ai fini par accepter sa demande de rencontre, et depuis, je ne le regrette pas du tout. Déjà, il avait beaucoup de charme, un charme suranné de ce que les hommes avaient dans l'ancien temps. Il me faisait penser à Clark Gable. Aussi, Roger n'attendait pas de moi ce que j'aurais été incapable de lui donner. Incapable, vous m'entendez? Il m'a dit qu'il était impuissant à 90%, qu'il n'allait pas me baiser, mais qu'il se voyait bien, avec moi, faire des choses qui réveilleraient sa force d'homme. J'étais flatté qu'il pense ça possible avec Bibi. Il me faisait sentir que j'étais sa déesse, sa muse. Roger avait vécu 30 ans maritalement avec Francine, mais au lit avec elle, il n'avait jamais ressenti le grand frisson. Sur la fin, son petit drapeau n'arrivait plus à se hisser sur le haut, si vous voyez de quoi je parle, bien sûr. Jusqu'au jour où Roger est rentré de son travail plus tôt que prévu. Et il a découvert sa bourgeoise en train de se faire baiser par le voisin du 5e, Ramon, un espagnol laveur de carreaux. Contrairement à ce que pourrait penser logique, Roger s'est caché dans un placard et s'est branlé vigoureusement en battant à travers les fentes sa femme qui prenait son pied. Et il a tellement adoré cela qu'il a fini par se trahir, quel con, puisqu'il était secoué de spasmes et qu'il couinait comme un animal. Découvrant sa planque dans le meuble, Francine s'est écriée. « J'ai toujours su que t'étais un malade. Maintenant j'en ai la preuve. Je me tire de cette maison de fous et je divorce de la tapette de mari que j'ai eu le malheur d'épouser. Je ne veux plus jamais te revoir. » Dur quand même. Mais Roger m'a fait bien rire, et il a complètement désamorcé la gravité de son anecdote, en me disant qu'il n'avait jamais aussi bien joui de son existence, et qu'il se fichait que sa femme s'en aille le méprisant. Il m'a même dit que le mépris qu'elle avait pour lui, à distance, l'excitait 2 fois plus. Petit à petit, Roger s'est alors retourné vers les hommes. Mais le truc de Roger, c'est de voir, c'est de contempler.
C'est un esthète, mon Jules, un homme de talent, un artiste peintre. D'ailleurs, il donne des cours aux Beaux-Arts. Là-bas, on trouve souvent nos partenaires, de jeunes bénévoles qui viennent poser nus gratuitement pour les étudiants en dessin et à qui Roger fait des propositions qu'ils ne peuvent pas refuser. C'est que Roger a beaucoup d'argent, vous savez. Avec cet argent, il a eu la gentillesse, et ça il l'a fait par l'amour. Pour l'amour, je le sais, l'amour de moi, de me payer une chirurgie reconstructrice qui consistait en réalité à me recoudre un minimum les parois de l'anus afin de rééduquer peu à peu mon sphincter et lui permettre de défecter correctement, mais aussi et surtout de recevoir de la visite. En fait, Roger est un dominateur passif, c'est étrange, mais en général, il me laisse choisir mes footeurs, comme on le dit dans le jargon libertin, car l'identité de ces mecs l'indiffère totalement. C'est le principe qui le fait kiffer. C'est le principe qu'il adore, le principe du cocufiage. Bien sûr, je vais les chercher là où vous savez, mes beaux fornicateurs. Je traîne dans les MJC du coin, je fais des ronds autour de Pôle emploi et des quartiers difficiles, en étant toujours prudente, je vous rassure, hein, j'ai ma bombe lacrymo. De nos jours, il y a de ces histoires. Et puis, quand la pêche est finie, le vrai jeu peut commencer. Roger se place sur une chaise en face de nous. Il ne parle pas pendant toute la cérémonie, l'avant, le pendant et l'après. Parfois, il vient m'embrasser les orteils, ou laper les testicules du gonze qui me bourre, et qui me bourre dans le fion, bien sûr, mais aussi par derrière, en levrette, classiquement. Roger se place à quatre pattes derrière nous, et lèche tantôt l'oignon de mon baiser, tantôt ses couilles, tantôt les rebords de ma chatte anale. Quelquefois, il se fait rejeter violemment par terre par certaines de mes enculeurs, comme c'est arrivé avec Malik, Boumzi ou Youssouf. Ce dernier lui a même craché sur le visage. Je m'en souviens, Roger était à terre, cela l'a énormément affecté. J'ai dû le consoler, longtemps. Mais la plupart du temps, tout se passe très bien, dans le respect et l'allégresse. C'est le plus important, le respect, c'est la base de tout, je le dis haut et fort. Comme mes damoiseaux africains ont fini leur grosse affaire avec moi, Roger s'approche et finit sa petite affaire à lui. Je lui interdis absolument de me toucher pendant qu'il s'achève, car j'ai remarqué qu'il aimait par-dessus tout quand je le privais du moindre plaisir et du moindre signe d'affection. Les choses se sont emballées d'elles-mêmes, et conseillé par un de nos réguliers, qui s'y connaissait bien en site internet, en gestion de vidéos, de stockage en ligne, tout le tralala, nous avons fini par ouvrir notre propre page de Cinéma X. Le premier jour où les clics des internautes sont devenus effectifs, je peux le dire sans honte, a été le plus beau de ma vie, comme l'impression d'un accomplissement. Roger en était rouge d'euphorie, et il s'en est secoué le pruneau du matin au soir, jusqu'à l'épuisement le plus complet. Nous n'avons rien changé à nos habitudes. Les footeurs, trouvés pour la plupart sur des forums, sur Badoo ou sur des sites SM interethniques, étaient tenus au courant du procédé. Nous leur faisions signer des papiers et un contrat. Après plusieurs demandes de retrait de contenu, nous avons choisi de masquer le visage des hommes qui venaient me sauter, systématiquement, et même quand ils voulaient se montrer, parce qu'on n'était jamais à l'abri d'un changement d'avis dans le futur. La plupart voulaient ensuite échapper au courroux de leur mère, qui n'aurait jamais supporté de voir leur fils dans un film de cette catégorie. Comme quoi, du chemin est à faire, non seulement chez les Français de souche, mais aussi chez les populations issues de l'immigration africaine, sur la question de l'homophobie et de la liberté de chacun à disposer de son corps. La haine n'a pas de visage, ni de frontières. Nous commencions à gagner notre vie grâce à notre site web, Adrienne et Roger. Personne n'en revenait, car personne ou presque n'avait cru en nous, pas même nous. La renommée a fini par prendre de l'ampleur lorsque l'équipe de Toute une Histoire est venue faire son reportage sur nous, tradition de ce programme qui suit ses anciens témoins et informe les téléspectateurs de leur évolution 2 ans plus tard. Les décideurs de la chaîne ont beaucoup hésité, avec le côté porno et politiquement correct, mais finalement ça s'est fait. Nous avons été diffusés en deuxième partie de soirée, après 23 heures, sur France 4. Le bonheur et la solidité du couple que je forme avec Roger, la prise d'initiative, l'ambition et la réussite incontestable du projet qui avait été le nôtre, a touché la ménagère, comme le zappeur lambda, et les chiffres ont parlé d'eux-mêmes. Nous avons permis à Sophie Davant, quelle fierté, de faire sa meilleure audience de l'année. Closer et Entrevue ont consacré chacun 2 pages à notre vie de partenaire dans le civil et de collaborateur artistique. C'était affolant, démesuré, frappadingue. Nous apparaissions même sur des sites américains très connus, sur lesquels je m'étais branlé adolescent,
et notre nombre de vues a été multiplié par 15, voire même par 20. Je vivais un rêve éveillé. Surfant sur la vague de notre succès, j'ai alors pris la plus importante décision de ma vie. Cela me rongeait depuis mon premier souffle. Je ne pouvais pas mettre le mot fin à mon histoire personnelle sans être vraiment devenue celle que j'étais au plus profond de moi. Le week-end du 1er février 2014, Adrien est officiellement devenu Adrienne. Organiquement, structurellement, philosophiquement. Paris Match et quelques autres paparazzi nous attendaient à la sortie de l'hôpital. D'une façon chevaleresque et avec la galanterie innée qui le caractérise, Roger a essayé de me protéger de la presse en me serrant contre lui et en écartant les tendeurs de micro, comme il disait, avec force et insistance. Mais moi, je voulais leur parler. Mais moi, on recommence. Mais moi, je voulais leur parler à ces fanfarons. J'ai échappé à son emprise, car il peut être assez étouffant, mon Roger, même si je l'aime de tout mon cœur. Et j'ai crié au journaliste d'Europe 1, celui qui était le plus près de moi, ces quelques mots de délivrance. En fait, j'ai décliné ma toute nouvelle identité. Je m'appelle Adrienne, j'ai 28 ans, et je suis un translucide. Trans, parce que femme née dans un corps d'homme, et heureuse d'avoir supprimé la partie de moi qui m'empêchait de devenir un tout. Lucide, parce que je sais que le combat ne fait que commencer, et que la lutte pour les libertés individuelles, pour la tolérance envers les sexualités alternatives, et contre les fascismes de pensée les plus divers et répugnants, ne fait que débuter, et que vive la révolution pour toujours. Je me sentais au sommet du monde, et probablement j'y étais bel et bien. Quelques jours plus tard, le 7 février je crois, j'ai reçu à mon tour une pochette surprise au contenu étrange. Une photo de mon père allongé sur le sol de la maison familiale, dans ma chambre d'enfance pour être exact, père dont le crâne ouvert en forme de fleur et la cervelle en lambeaux, baigné dans une mare de sang noir, pendant que du fond de la pièce, ma mère, assise dans son éternel rocking-chair, s'amusait à faire coucou à l'objectif, en regardant dans ma direction. Agrafée à la photo, une petite carte de vœux. Bravo, ma chérie. Maintenant, papa est très fier de toi. Fin.